Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui on va aborder pas mal de sujets d'actu. Depuis le dernier podcast, il y a eu vraiment plusieurs informations qui sont tombées dont j'avais envie de parler avec vous. À vrai dire, j'aurais préféré attendre dimanche dans la journée ou lundi pour parler aussi des combats qui vont avoir lieu cette nuit, mais ça aurait fait trop. Ça aurait fait trop, donc déjà là, on va discuter un petit peu de ce qui a été dit et fait. Je voudrais juste revenir sur la vidéo que j'ai faite sur l'officialisation du combat de Naoya Inoue contre Ramon Cardenas. Donc c'est vrai que j'étais assez critique quand même dans l'annonce, hein. Voilà, j'ai donné mon opinion. Et alors, il y a eu différents avis. Il y en a qui ont été durs. Michi 4056 qui dit ce qui commence à me gonfler, ce sont vos critiques incessantes sur Naoya. Toujours quelque chose à dire de négatif, c'est saoulant. Il ne décide pas de qui il combat et, comme tout sportif, il ne crache pas sur de la thune pour mettre sa famille à l'abri. Alors lui, lui, il m'en voulait particulièrement. Bon, alors apparemment, voilà, je suis un hater de Naoya Inoue. Alors, après, il y a eu des commentaires un petit peu plus sérieux, hein. Voilà, je voulais commencer avec celui-ci parce qu'il était corsé. Tu vois, il y a le commentaire de Dunker qui dit « Je vais sûrement me faire des ennemis, mais la carrière de Naoya commence sincèrement à me faire ronfler. Je sais reconnaître un boxeur qui veut uniquement protéger son invincibilité et gagner de l'argent quand j'en vois un, vivement que Junto monte ou que Naoya change de catégorie. » Donc ça a amené du débat, hein. Vous avez été nombreux à lui répondre, hein. Il y a eu 11 messages après qui ont été. Ah bah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait Michi 4056 qui directement lui a répondu « Mort de rire, haineux va, c'est déjà pas lui qui choisit ses adversaires. » Bon après ça a fait tout un débat. Euh, alors, y en a, voilà, il y en a qui ont été un petit peu critiques. Voilà, je vois ce message, top 3 pound for pound qui affronte un boxeur qui n'a jamais fait de 12 rounds, c'est un peu honteux. Donc voilà, l'adversaire est décevant, mais il se comporte comme un vrai champion, il reste actif et défend ses ceintures. Après voilà, après il y a des personnes qui l'ont défendu, et c'est très bien, voilà. Mais c'est vrai que même ceux qui l'ont défendu, je dois avouer que dans vos arguments, ben ça reste exactement ce que j'ai dit en fait dans ma vidéo. Donc voilà. Après, je vois Super Brocoli qui dit Naoya est en tournée mondiale. Il l'a annoncé. Alors oui, ok, mais on ne demande pas des combats d'exhibition. Qu'il fasse ses combats au Japon ou aux États-Unis, ça ne change pas grand-chose à la problématique. Bon, je comprends vos arguments, mais pour moi, c'est juste que ce que moi j'ai dit en étant un peu négatif, vous dites la même chose, mais en étant un peu plus enthousiaste. Voilà, c'est tout. C'est qu'une question d'angle de vue, mais on a le même ressenti, plus ou moins, sur tout ça. Il y a Robin aussi qui a bien argumenté pour expliquer pourquoi, bon bah voilà, Alan Picasso, ça s'est pas fait parce que il s'est désisté. Donc bah, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'en fait, maintenant, il est dans une impasse et que ça devient très compliqué de trouver des combattants. Akhmadaliev doit combattre en septembre au Japon. En septembre, les gars. En septembre, c'est dans 1000 ans, ça. Inoue, il est hyper actif, hein, comme combattant. Donc bref, voilà, c'était ce que je voulais dire. Par contre, je voulais revenir sur un truc que j'ai dit. J'ai dit que j'attendais la carte, que je suis impatient de savoir qu'est-ce que ça allait donner. Bah, le premier combat a été annoncé. C'est Rafael Espinoza, donc justement dans la catégorie des plumes, où potentiellement Inoue pourrait débarquer dans pas longtemps. Je vous rappelle que c'est pas la première fois qu'il y a un championnat poids plume qui se fait. Rapsé Ramirez, il avait combattu dans la carte de Inoue, je crois, hein. Je sais plus. Mais en tout cas, il a combattu au Japon, Rapsé Ramirez, contre des Japonais. Bon, en tout cas, bref, je vais pas faire trop long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais Rafael Espinoza, qui va donc défendre son titre WBO contre Edward Vasquez, ce qui est bien, c'est que avec lui, il y a du spectacle. Voilà, il prend pas un mec, il prend un mec qui est top 73 mondial, mais déjà, tu me mets Inoue et Spinoza dans la même carte, déjà, j'ai un peu plus envie de venir, tu vois. D'après, par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo, bah là, déjà, je sais que, ça va envoyer, là. Les deux, déjà, tu vois, j'ai deux combats, ça me remonte un petit peu le moral. On va voir ce qu'ils vont annoncer d'autres. Alors, ça, j'en ai fini, je voulais pas faire 1000 ans là-dessus, parce que maintenant, on va attaquer sur toutes les choses que j'ai à vous dire. Commençons tout simplement par les résultats de la soirée japonaise, hein, pour rester dans la thématique du Japon. Le 13 mars, on a eu donc 3 championnats du monde. Déjà, on a le japonais qui a perdu son titre, donc Iwata qui a perdu son titre WBO contre René Santiago. Alors,
hâte d'entendre un peu votre avis sur ce combat-là, mais pour moi, ce qui a fait la différence du côté de René Santiago, c'est que il avait sa tactique de combat qu'il a appliquée vraiment de manière très assidue. Il est resté dans son game plan, c'est-à-dire boxer à distance, toucher, sortir, ne jamais aller à l'affrontement que Iwata cherchait et faire beaucoup manquer Iwata. Iwata, il a passé le combat à lui courir après, à tenter d'amener le combat dur, mais sans jamais y parvenir. Donc, ça a payé parce que ça a convaincu les juges. Je t'avoue que quand je regardais le combat, je me disais, est-ce qu'il en fait suffisamment Santiago pour vraiment remporter ce combat-là et remporter cette ceinture, hein. Mais au final, il a convaincu les juges. Voilà, il a convaincu les juges. Tant mieux. C'était pas un combat incroyable, mais il y avait une opposition de style et de tactique qui a été quand même assez intéressante. Dur pour Iwata qui perd son titre à la maison. Ensuite, on a eu encore un japonais qui a perdu, Hiroto Kyoguchi, qui lui a perdu contre Anthony Alasquaga, donc il y avait dans son coin Junto Nakatani, hein, on en parlait tout à l'heure, hein, quelqu'un qui disait qu'il voudrait que Junto monte affronter Inoue. Donc j'ai trouvé ça un peu rude, hein, parce que moi, tu vois, au-delà du côté ouais, c'est abusé, t'es contre un japonais, mais quand même, moi je me suis dit, si j'avais la même chose mais avec des Français, genre tu sais, on a un Français contre un Américain, c'est en France, et dans le coin de l'Américain, il y a un Français qui le soutient, un combattant français. Franchement, moi, je pense que j'aurais un peu tiqué. Je pense que je vous aurais fait des vidéos en mode c'est un traître, il est en face là, comme ça, c'est abusé. Donc, ouais, je me suis dit ça, tu vois. Alors, après, c'est son pote. Voilà, il assume que c'est son pote. Il était avec lui, il était dans le coin du ring lors des annonces et tout. Il était là. Ouais, ça m'a un petit peu étonné. Après, il n'y a pas d'animosité. Hein. Enfin, j'ai pas ressenti d'animosité. Et puis, il y avait beaucoup de respect entre les deux combattants. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était le combat peut-être techniquement le plus intéressant, mais pas assez d'engagement dans ce combat-là. Par contre, j'ai trouvé qu'en termes de boxe, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très très bons tous les deux. Et donc, Alasquaga, il conserve son titre. Alasquaga, il faut savoir qu'il avait affronté donc la tête d'affiche Kenshiro Teraji, dont on va parler maintenant. Il avait perdu contre lui, c'est sa seule défaite hein, à son compteur, si je vous dis... Ouais, c'est ça, sa seule défaite. Et donc, parlons de Kenshiro Teraji maintenant. Donc, dans la catégorie, là même, hein, voilà, c'est les poids mouches. Alors, parce que c'était les mi-mouches Iwata. Alors, Kenshiro Teraji qui, donc, unifiait, et il s'est emparé du titre WBA de Seigo Yuri Akui. Akui, en fait, il est arrêté dans la dernière reprise du combat. Toute dernière reprise, il est arrêté. Alors, moi, je t'avoue que je ne sais pas vraiment comment me positionner. J'ai vu un peu vos retours, j'ai lu un peu vos commentaires sous ma publication, voilà, j'ai un peu observé ce que vous en disiez. Pour vous, ça se tient, parce que c'est vrai qu'il domine le dernier round, c'est vrai qu'il lui roule dessus, c'est vrai qu'il le touche, c'est vrai qu'il le met dans le mal. Mais, je voulais voir si j'ai pas les scorings sur BoxRec. Parce que moi, je vous avoue que je pense que j'aurais Akui devant si j'avais dû scorer. Eh ben, c'est le cas. Je vois que sur BoxRec, les fans et les juges, les 3 juges, avaient Akui devant. Non, attendez. Non. Oh, il y en a un qui voit nettement Kenshiro devant. C'est abusé quand même, ça. Oh, il y en a un qui le voit. Ah ouais, largement devant. Avec 106-103. Ah, c'est fou. Et les fans, ils voient 106-103 en faveur de Akui. Donc tout l'inverse. Et les 2 autres juges, ils ont 105-104. Alors serré, hein. Tu vois, ça veut dire que le dernier round aurait pu faire un nul. Ouais, c'est serré. En fait, c'est ça qui me frustre un peu avec la décision de l'arbitre d'intervenir. C'est que, en fait, moi, je le voyais devant Akui. Je le voyais devant. Et je me dis, le truc, c'est que cette décision, est-ce qu'elle lui retire pas potentiellement une victoire, quoi. Ou en tout cas, pas de pas perdre sa ceinture. Parce que là, en vrai, il s'en tirait minimum avec un nul. Minimum, si ça allait au point. Parce que même s'il perdait le dernier round, sauf si il avait été compté. Bon, en vrai, il aurait peut-être pu quand même perdre ce combat, on va dire, à la loyale, tu vois. Alors, c'est pas déloyal, parce que Kenshiro, il va le chercher, ce dernier round. J'en parlais avec Louis Geoffrey, on faisait une émission, et en off, après, on en a un peu discuté. Et il avait raison, il me disait que le dernier round, il allait vraiment aller le chercher, que lui, il pensait pas qu'il tiendrait, il restait environ 1 minute 30 de round, qu'il tiendrait sûrement pas jusqu'au bout. Mais moi, ce que je lui disais, c'est ma frustration, c'est que Teraji, pendant le combat, il a pris beaucoup plus de coups nets que Akui les prend dans le dernier round, parce que même s'il est dominé, il est encore lucide, il est encore là et il se défend quand même, alors que Teraji, pendant tout le combat, il a pris des coups. Après, par contre, ce que je reconnaissais, c'est que Teraji, physiquement, c'est une machine.
C'est-à-dire qu'il n'a rien lâché jusqu'au bout. Il a été capable d'accélérer dans le dernier round alors que c'était un combat très difficile. Et il a encaissé. Par contre, pour moi, il a montré des failles au niveau où je trouve qu'il n'a pas su proposer vraiment autre chose que ce qu'il faisait. C'est-à-dire que techniquement, il était très peu varié dans ce combat-là. C'était surtout un engagement physique. Et défensivement, il a pris beaucoup trop de coups. Beaucoup trop de coups. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que c'est un combat où j'espérais pouvoir dire, bon bah voilà, maintenant t'es Raji, rien à dire, c'est top 10 pound for pound, c'est vrai que là je me dis, bon après, quand même, j'estime quand même qu'il mériterait sa place de pound for pound. Je crois quand même que je le mettrais certainement à la place de Devin Haney. Aujourd'hui. Voilà. Après, il y a discussion. Hein, il y a discussion. Moi, j'aime bien aujourd'hui le top 10 de Ring. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment top. Mais est-ce que Teraji il n'y a pas quand même sa place? Alors, Teraji aimerait combattre contre Jesse Bam Rodriguez. Donc, monter de catégorie pour l'affronter. Alors là, les gars, si ça se fait, pour moi, c'est la plus belle affiche de l'année. Rien à dire. Donc, j'aimerais beaucoup voir ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, j'accélère parce que j'aimerais pas faire trop long. Casterman, qui a fait son grand retour en Australie, ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas combattu. Et donc, je me demandais bien dans quel état on allait le retrouver sur le ring. Il était resté sur une victoire contre Mario Barrios, mais depuis février 2022, il avait complètement disparu. Et donc, il revient en Australie contre un Australien, un jeune boxeur qui a presque 10 ans de moins que lui, qui a un physique extraordinaire. En plus, il revient dans la catégorie supérieure, les super Walter. Donc tu te dis, bon, est-ce que c'est pas chaud patate là à 36 ans pour Casterman de venir dans une catégorie où c'est clairement pas sa caté, même ça se voit physiquement, ça se voyait, tu vois. Et ben franchement, après, je le sentais en fait qu'il allait remporter ce combat-là. Parce que je me suis dit, le mec quand même, le Brooke Jarvis, pardon, je me dis, lui, j'en ai jamais entendu parler. Certes, bon, il a un bon palmarès, mais et on parle de Casterman quand même. Hein. Le niveau boxe, c'est quelque chose. Et donc au début, je vois Casterman qui est prudent. Je l'ai vu en direct le combat. Il est prudent. Je dis, ouais, il doit craindre un peu la fougue de la jeunesse, la puissance. Il doit craindre un peu la catégorie. Peut-être qu'il se dit, bon, il faut que je prenne un peu mes marques. Et en fait, dès qu'il a senti que il le tenait, tu vois, qu'il était au-dessus de ce mec, il fait une accélération. Il prend le dessus, et là, il durcit d'un coup. Il vient au contact, et il met une série de crochets, il finit avec l'uppercut. Et alors que le gars a les mains hautes, hein, mais il lui passe à travers la garde. Et l'autre, il tombe vraiment touché, et après, il le finit derrière. Donc, bravo. En 3 rounds, il a fallu 3 rounds. 2 rounds où, on va dire, il observe un peu, et le dernier... voilà, il envoie tout et il l'éteint. Maintenant, Super Walter, contre qui on aimerait le voir. Parce que clairement, il se retrouve directement top 10 là. C'est ça qui est fou. Il s'est propulsé dans le top 10 des Super Walter avec ce retour. C'est impressionnant, hein. Mais c'est vrai que quand je vois le top 10 des Boachuk, des Zayas... Bah tiens, Zayas, ça pourrait être intéressant pour Zayas. Des Murtaza Aliyev, des Ortiz, des Crawford... Pour moi, Sorman, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Mais il peut avoir une dernière belle affiche. Même, je vois Madrimov qui est derrière lui au classement BoxRec. Pour moi, Sorman, il passe pas Madrimov hein, aujourd'hui, c'est très compliqué. Je vois Fundora, Tim Tszyu. Alors peut-être qu'ils vont faire Tim Tszyu, tu vois. Ce qui serait vraiment super, c'est Sorman pour un retour de Errol Spence Jr. Pour moi, l'idéal, c'est ça. Pour Sorman, ça lui fait un beau billet. Et pour Errol Spence Jr., c'est un super combat de retour. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends toujours un petit peu vos avis. Moi, je trouve ça hyper intéressant de vous lire. Mauricio Lara, suspendu. Alors, elle est bonne celle-là. Mauricio Lara, il a pris 2 ans de suspension. Alors, comme elle commence pas au moment où on a su l'annonce, là, elle va s'arrêter le 6 mars 2026. Voilà, mais quand même. Donc voilà, parce que je crois que c'est l'année dernière, je crois qu'ils ont... Parce que c'est avant qu'il a été... Bon, je sais plus. Je voulais vous donner une explication, mais en fait, j'en sais rien. je crois que c'est après son combat contre Wood qu'il a perdu. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il est chopé pour dopage. Et donc, le temps qu'ils prennent leur temps, hein, va savoir pourquoi on ne l'a pas su avant. Et donc là, il pourra revenir seulement l'année prochaine. L'année prochaine. Je suis dégoûté. C'est un combattant qui me plaisait énormément. Bon, voilà. Bon, lui au moins,
il va purger une peine. Parce que franchement, tous les mecs qui sont chopés et qui prennent rien, ou des pseudo-peines à 2 balles, excusez-moi, mais Ryan Garcia, Canelo, Conor Ben, c'est pas des peines qu'ils prennent, je suis désolé, il y a aucune peine là-dedans. Ils sont juste un peu entachés, et voilà, il y a quelques mecs qui vont écrire en commentaire le steak, le thé vert, je me rappelle de Oscar Valdez, mais ces mecs-là, en fait, c'est des intouchables, ils ont rien. Et Mauricio Lara, bah lui, par contre, il a pris la peine, j'allais dire la peine capitale, mais 2 ans de suspension pour un sportif, c'est dur. Après, tu te dopes, tu joues, tu perds, voilà. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est l'injustice, c'est qu'il y en a qui prennent, et d'autres qui prennent pas. Alors qu'ils sont chopés pareil. Enfin bref, voilà, vas-y, je me calme, je vais pas m'énerver. Mauricio Lara, allez, c'est ciao. Ensuite, on a Hamza Sheeraz. Ah non, attendez. Non, vas-y, tu sais quoi, je vais vous parler de Usyk. Et après, je passe sur les autres petites infos, bref. Parce que Usyk, c'est ce que vous avez dans le titre de la vidéo, la miniature. Donc, il y en a pas mal qui sont venus pour ça. Donc, j'en parle maintenant. Usyk, alors, moi, j'ai l'impression qu'on allait vers un combat contre Dubois. C'est l'impression vraiment que j'en avais. Que c'est calme depuis un petit moment. Dubois, il n'a pas fait son combat, comme par hasard. Mais là, la WBO a ordonné que Usyk défende pour son prochain combat la ceinture WBO contre Joseph Parker. Et en vrai, je trouve ça très très bien. Parce que Joseph Parker, il devait avoir sa chance mondiale contre Dubois. Dubois est malade. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Il prend Martin Bacolé. Le truc, c'est que lui, au lieu d'affronter Bacolé, il aurait dû à ce moment-là avoir un combat pour un titre. Et imaginez sa frustration quand tu vois que t'es tellement bien que l'autre tu l'as éteint en 2 rounds. Tu te dis mais attends, moi ça se trouve là en ce moment normalement, je serais peut-être redevenu champion du monde. J'aurais retrouvé une ceinture. Donc il y a une frustration terrible. Et je trouve que ce mood de la WBO d'ordonner le combat contre Usyk, je trouve ça très correct. Voilà, ils estiment qu'aujourd'hui Parker c'est le prétendant le plus légitime. Et j'ai envie de te dire, je suis d'accord. Ils auraient pu aussi nommer Kabayel, ça aurait été totalement logique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si Usyk, à son prochain combat, il affronte Kabayel ou Parker, c'est très très bien, c'est très très logique. Maintenant, j'y crois pas trop. Je pense, les gars, qu'on va avoir Usyk Dubois. Moi, je le vois venir gros comme une maison. Et j'attends votre opinion là-dessus, savoir ce que vous en pensez. Allez, je passe à Hamza Sheeraz qui a décidé, donc suite à son combat contre Carlos Adams, il aurait décidé de monter en super moyen. Alors ça m'interroge. Parce que c'est vrai qu'il a fait un combat pas terrible. Il l'aurait justifié un petit peu par rapport à son état de santé, je crois. J'ai vu passer des commentaires, je vous avouerai que je me suis pas trop attardé là-dessus, en disant que bon voilà, peut-être que la perte de poids devient difficile pour lui. Ça peut s'entendre. Maintenant, à 25 ans, ça peut être un mood de monter de catégorie. Il est grand, c'est un mec qui fait 1m90 quand même. Donc on peut comprendre que les poids moyens, c'est dur pour lui. Maintenant, les poids moyens, ça risque d'être compliqué en termes de vivier pour le top niveau et pour prendre une ceinture. Parce que moi, contre Carlos Adames, ce qui m'a le plus dérangé dans l'analyse de son combat, c'est pas tant physiquement, c'est en termes de proposition de boxe. Je l'ai trouvé très limité. Contre un Carlos Adames qui rapidement a mis la main sur lui et a compris comment le boxer. À part le fait qu'il craignait quand même la force de frappe, à part ça, en termes de boxe, j'ai pas vu Carlos Adames inquiéter plus que ça. Il dominait les échanges. C'est lui qui menait le rythme du combat. Donc, aller dans une catégorie plus relevée, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant physiquement. Je pense qu'il peut prendre quelques kilos et être bien, et peut-être même être mieux. Mais moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est son réel niveau de boxe, est-ce qu'il peut l'améliorer ? 25 ans, c'est jeune. 25 ans, c'est jeune. Ne soyons pas trop durs envers lui. À voir. On va voir ce que ça va donner. Chris Eubank Jr. qui a pris une peine de 100 000 livres. 100 000 livres parce qu'il a éclaté un œuf sur la tronche de Conor Ben. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Dans la boxe, les échauffourées, les échanges musclés, les insultes, les injures, les claques qui partent dans les face-à-face, c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc, dans l'idée, moi je trouve ça très bien qu'on condamne. Ok, on condamne, il n'y a pas de problème. Mais d'où ça sort ? D'où ça sort une peine aussi lourde ? Et surtout, qu'on a décidé aussi vite. Parce que, attendez, les peines en général dans la boxe, ça arrive 100 000 ans après. Et il faut faire des démarchages de fous furieux. Devin Haney, il a fait jouer tous les avocats de la Terre
pour qu'il ait récupéré son no contest contre Ryan Garcia. Deontay Wilder, il a fait jouer des commissions pour avoir sa revanche obligatoire contre Tyson Fury. Par contre là, le combat entre Chris Eubank Jr. et Conor Benn, il n'a même pas eu lieu, que déjà, ils ont appliqué l'amende. Et déjà, Chris Eubank Jr., il l'a payé. Il a pas cherché à comprendre, il l'a payé direct. Moi, je trouve ça un petit peu étonnant. Genre, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi, là, maintenant, la justice des fédés, boxe, je sais pas quoi, c'est une commission, en fait, qui décide que... Je crois que c'est parce que, genre, c'est injurieux, comportement injurieux, truc. Mais d'où ? Surtout les Anglais. Je pense à Tony Bellew, mais alors lui, il aurait payé son salaire de boxeur à la commission. Je comprends pas. Alors, dans l'idée, c'est très bien. Mais là, je suis assez étonné que ça se passe là maintenant. Est-ce que c'est pour freiner, parce qu'ils se disent non, il va y avoir trop de débordements, tu vois, parce que ça commence à devenir tendu, les autres face à face, Conor Benn qui menace, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, où il se précipite vers le promoteur de Boxer, il s'appelle, avec 2X, et il y a Eddie Hearn à côté. Et donc le promoteur de Boxer, il fait un geste de défensif, tu vois, il a peur, et t'as Eddie Hearn qui se fout de sa gueule, mais on est où là ? On est où ? Vous menacez maintenant les promoteurs et tout. Bon, les promoteurs sont des têtes à claques, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais un peu de tenue, les gars, c'est n'importe quoi, là, ça devient du délire. Donc peut-être qu'ils ont vu un truc où ils pouvaient avoir une surenchère, et ils se sont dit, on va mettre l'amende directe pour calmer tout le monde. Alors qu'à partir de maintenant, les gars, détendez-vous, parce que nous, on sanctionne. Moi, je pense que c'est ça. J'attends votre analyse là-dessus, mais moi, je pense que c'est tout simplement ça, et qu'ils n'ont pas voulu que ça prenne trop de proportions, surtout que Chris Eubank Jr., c'est quelqu'un qui va avoir ce côté un peu clivant, et ses combats à lui sont toujours sous haute tension. Après, il y a Papa qui a réagi. Papa Eubank qui a donné son opinion. Parce que, tu sais, dans les images, tu peux voir le père de Conor Benn, qui était le grand rival c'est les deux papas, hein, c'est Ben Eubank, c'est deux super combats que je vous invite à regarder. Et donc, le papa agrippe Chris Eubank Jr. Donc c'est vrai que c'est des images qui étaient vraiment pas belles. C'était vraiment moche de voir ça. Et donc, papa Eubank Senior est intervenu sur l'agissement de son fils. On sait qu'ils sont en froid depuis quelques temps. Voilà, ils se sont séparés, c'est plus papa qui s'occupe de son fils. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Quand j'ai vu qu'il avait dénoncé les agissements de son fils, quand je me suis arrêté au gros titre, j'étais un peu en mode trahis pas la famille, pourquoi tu te mets comme ça à dos ton fils, ça se fait pas. Fais pas des trucs comme ça. Et puis j'ai lu un peu, alors j'ai pas écouté la vidéo, j'ai lu un peu des extraits. Et puis j'ai été plutôt convaincu par l'avis du papa. Il dit que voilà, on doit avoir l'éthique du guerrier, les valeurs guerrières, et ce qu'on représente dans le ring et en dehors, c'est très important. Et là, il m'a touché. Là, il a touché une corde sensible sur laquelle moi, je calque mes valeurs aussi à travers mes vidéos. Le respect. On est discipliné et on sait se tenir. Et la classe. C'est vrai qu'il a raison. Après, il a dit quand même qu'il soutenait son fils, qu'il aimerait à nouveau être dans son coin parce que si demain il va affronter Canelo, il estime que ça sera un combat très difficile, voire impossible, mais qu'il y aurait une petite chance et qu'il devrait être aux côtés de son fils parce que lui peut lui apporter la vision. Bon, on sent le papa qui a envie de tendre la main à son fils, mais qui reste le daron. Vous connaissez les darons, ils ont leur fierté. Voilà, ils veulent pas s'excuser. Voilà. Et il dit qu'il a croisé son fils parce qu'il y a Harlem Banks. Harlem Banks, c'est un cousin, je crois. C'est un neveu. Je sais plus. C'est pas un fils. Hein, je crois que c'est un neveu. Je connais pas hyper bien la famille des Eubank, hein, c'est pas mes potes non plus. Donc il était à son combat. Enfin, ils étaient tous les deux. Donc père et fils étaient au combat de Harlem Eubank. Et j'ai pas vu ce combat d'ailleurs. Et donc ils se sont croisés, il y a des images où on voit qu'ils échangent quelques mots, et donc il dit quand même, voilà, ça s'est bien passé, l'échange, tout ça. Bref, j'ai fait une aparté là-dessus, mais je trouvais ça intéressant de voir un peu aussi dans quel état d'esprit Chris Eubank Jr. il est à ce combat. Il a l'air d'être un petit peu esselé. Je vous rappelle que la famille a traversé un terrible drame. Hein. Chris Eubank Senior a perdu un de ses enfants, qui était lui aussi combattant, mais plus de pieds-points. Et donc Eubank Jr. a perdu son frère. C'est quand même des traumas dans une famille. Hein, voilà, c'est des traumas, surtout dans les familles de combattants comme ça. L'autre, il était combattant aussi. Bref. Donc moi depuis, je sais pas trop psychologiquement où il en est Eubank. Et justement, tiens, le papa, il en parle de ça. Il dit que il trouve que son fils a pris en maturité. Donc voilà, c'est intéressant. Bon, bref, c'est pas une vidéo spécialement là-dessus. Moi, c'était vraiment le côté l'amende. Est-ce que vous pensez de pourquoi, là, maintenant, d'un seul coup, on fout une amende? Bref. D'ailleurs, Tony Bellew, il a réagi.
J'y pense. Il a dit, mais il va où cet argent? Est-ce qu'il va pour soutenir les boxeurs à la retraite, par exemple? Et ben, tu vois, je suis très content que lui dise ça, parce que lui qui c'est bien, il a bien géré sa retraite, parce que il a apparu au cinéma, dans Creed, il est commentateur, donc tu vois, lui, il a géré sa retraite. Mais lui, c'est 1 pour 1000. Voilà, c'est 1 pour 1000 chez les boxeurs. Donc moi, j'ai bien aimé ce tweet qu'il a fait, et je l'ai trouvé très honorable, très très honorable. Puis il a dû se sentir concerné, lui, par le fait de prendre une amende parce que tu fais une dinguerie à la pesée, enfin en conférence, quoi. Ensuite, les gars, de quoi qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre? Alors, ce soir, il y a une réunion à Liverpool. Nick Ball qui va affronter Teji Doheny. En sous-carte, il y a Andrew Kane contre Charlie Edwards. Il y a un combat où ils sont chauffés à la pesée. Je sais plus lequel c'est. Bon, de toute façon, ça, c'est les Anglais. Ils sont coutumiers du fait. Ils savent faire monter la pression. Mais en tout cas, Nick Ball, il s'est bien chauffé avec Teji Doheny aussi. Teji Doheny, il a fait le show. Et alors, aux dernières nouvelles, Doheny, il a manqué la pesée. Et je crois qu'il avait 1 heure pour pouvoir la faire et pour être prétendant au titre de champion de BBA de Nick Ball. Alors, je ne sais pas s'il a réussi. Je pense que oui, parce que j'ai pas vu circuler d'autres posts ou quoi que ce soit, et j'ai pas vraiment eu le temps d'aller vérifier cette info-là. Mais en parlant de pesée manquée, cette nuit, les gars, en Floride, il y a Edgar Berlanga qui fait son retour après son combat contre Canelo. Bah, sachez qu'il a manqué la pesée, lui. Et alors j'ai fait un tweet, les gars, ce matin, parce que j'ai vu son adversaire, Jonathan Gonzalez Ortiz. J'ai vu son adversaire et les gars, je suis désolé, mais les gars, ce mec-là, il sort pas d'un camp d'entraînement. Pas du tout. Hein. C'est quoi ce Gab? C'est quoi ce mec? Où ils sont allés trouver? En plus, pendant 10 ans, il a pas boxé parce qu'il a été en tôle. Donc, c'est quoi ce bonhomme? Donc il a quand même une carrière de 2009 à 2014, il a été assez actif, parce qu'il a fait quasiment tous ses combats. Aujourd'hui, il a 21 combats professionnels. Et il est revenu donc en 2024 après 10 ans de prison. Donc il a 2 victoires par KO. Mais le Boog, franchement, je sais pas ce qu'il vaut. Hein. Je sais pas ce qu'il vaut. Et franchement, je suis pas allé voir s'il a déjà été en meilleure condition physique. Mais là, il a 35 balais, tu vois. Franchement, non. Bon, alors, si vous voulez voir son physique, allez voir mon tweet. Vous voyez sur mon tweet, c'est le dernier tweet que j'ai mis. Voilà, le portoricain, moi j'ai dit, soit il a été obèse, genre il y a 3 mois encore, il était obèse, mais regarde, attendez, bah non, parce que, mais attends, je comprends pas, parce que en juin, ouais, ça fait quand même un moment, en juin 2024. Juin 2024, il était même dans la catégorie inférieure, il était même pas en super moyen, il était en poids moyen. C'est fou, ça. Non, je comprends pas. Moi, je comprends pas. À moins que cette année-là, il a pris du poids de fou et que quand on lui a annoncé le combat, il a fait une perte de poids de malade. C'est possible. Mais moi, je vois que ça. Je vois qu'il avait 30 kilos de trop et il a dû perdre très très vite. Moi, je vois que ça. Enfin, bref. Et Berlanga, alors attendez. Berlanga, il a loupé la pesée. Et Berlanga, il est en forme. Hein. Il est fit. Hein. Moi, j'ai vu la pesée. Non, il est en forme. Mais à mon avis, il s'est juste dit, je fais pas de cutting, rien à foutre. J'ai pas envie de cutter, j'ai pas envie de me tuer. Donc il dit, vas-y, je paierai l'amende, tant pis. Il s'en fout, il y a un titre WBO, NAIBO, on s'en fout, tu vois, c'est pas un truc, tout le monde s'en cogne de ça. Même lui, tu vois, enfin je veux dire, lui, il s'en cogne le premier, quoi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que moi, j'étais assez surpris donc, de voir ça. Donc l'un qui loupe la pesée, là... qui monte de catégorie, JT, DJ Didi, là, qui monte de catégorie, loupe la pesée. Et Berlanga, pourtant son combat de reprise, alors qu'ils lui ont cherché un mec largement accessible, qui loupe la pesée aussi. Alors là, j'ai l'impression que c'est plutôt volontaire. Bon, bah voilà, c'était mon petit... je vais regarder les combats. Alors ce soir, je vais regarder le rugby. Je vais regarder France-Écosse. Ensuite, je mettrai la soirée anglaise. Je sais même pas sur quoi c'est diffusé, les Anglais, là. C'est quoi? Donc Queensberry Promotion, je sais pas sur quoi ça passe. Ah d'accord, c'est sur BT Sport. Ok, BT Sport, très bien. Pour ceux qui ont les chaînes anglaises. Donc voilà, et Berlanga c'est DAZN. Donc Berlanga je regarderai tranquillement demain matin, pépère. Voilà les gars, et écoutez, ça c'est marrant, je vois Tony Bielou sur le BoxRec qui est en train de se clasher en conférence justement. C'est des vieilles images de genre les plus gros clashs dans la boxe. Tiens, c'est marrant parce que j'en parlais. Vous croyez que mon ordi m'a entendu? J'en sais rien. Bon bref. Bon, non, peut-être c'est juste un hasard. Allez, vas-y, je pars dans tous les sens. Ça fait combien de temps que je vous parle? Wouh, ça fait 30 minutes. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!